Il y a une chose qui est vraiment importante à réaliser, c'est que la majorité des coups au golf se jouent en dessous de 100 mètres, que ce soit au niveau du wedging ou que ce soit quand la balle est autour du green, bunker, dans le rough, pré-rough, enfin bref. Beaucoup de fois, on ne met pas assez d'importance sur la qualité des wedges qu'on sélectionne pour justement nous permettre de jouer ces coups en dessous de 100 mètres. Et aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, une vidéo un peu différente, c'est parler de matériel. Comment sélectionner en fait les bons wedges. Pas forcément parler de la marque, parce que vous savez tous que je suis évidemment ambassadeur de la marque Titleist, mais de comprendre en fait les différentes complexités qu'il y a quand on choisit les wedges. Quel type de wedge on doit choisir, quel type de semelle il y a. Il y a vraiment plein de choses qui se passent dans la tête de club. Et pour ça, j'ai demandé à un bon ami à moi, Benoît Delcamp. Salut Benoît. Salut Lewis, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Fitting spécialiste, c'est Titleist. Et là, du coup, aujourd'hui, on va parler des wedges. Vous avez vu qu'on est juste à côté, on est dans en fait le fitting box de Titleist, le Titleist National Fitting Center situé à Chantilly. On vient de passer une matinée absolument extraordinaire à parler de tous ces différents clubs qu'il y a dans le sac. On a fait une vidéo sur le fitting, sur les fers, sur le driver, maintenant sur le wedging et le putting, pardon. Toutes ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. On a fait toute une série sur le matériel. J'ai d'ailleurs créé une playlist pour que vous puissiez les trouver facilement. Et donc, Benoît, ces clubs sont tellement importants, n'est-ce pas? J'ai pas envie de dire que c'est les clubs les plus importants ou l'équipement le plus important du sac, mais c'est l'équipement sur lequel on doit vraiment prendre le temps de choisir la bonne semelle, le bon rebond, la bonne utilisation des wedges, le bon écart de wedge. Donc c'est vraiment important de se focaliser dessus. Parce que c'est les clubs qui, on peut se le dire, qu'on va jouer les plus souvent quasiment dans le sac. Alors, malheureusement, si on rate un green, on va avoir un wedge dans la main. Ouais. Et peu importe le lie dans lequel on va tomber, il faut qu'on puisse réagir avec le wedge à ce lie-là. Je le vois très rapidement avec les 100 wedges que j'ai actuellement dans mon sac. Là, je vais recevoir les nouveaux très prochainement, mais vous avez vu qu'ils sont pas mal marqués quand même, mes wedges. Et ça, c'est parce qu'ils ont été pas mal utilisés, ceux-là. Donc, peut-être qu'il faut que je travaille sur ma précision sur les attaques de green parce que je me retrouve beaucoup trop à jouer mes wedges peut-être. Mais Benoît, parlons un petit peu maintenant du club. Donc, dans une vidéo précédente, on avait indiqué pour les golfeurs qui nous regardent que le club se décompose en 3 parties clés. Le grip, le shaft et la tête de club. On a parlé dans une vidéo précédente sur comment sélectionner la bonne épaisseur du grip. Le shaft pour le wedging, tu peux en parler un petit peu, ça va être une déclinaison de ce qu'on retrouve sur la série de fer. Alors, les wedges, ça n'est que la continuité de la série de fer. Donc, il est important que le shaft soit aussi dans cette continuité. On ira toujours vers un shaft similaire en termes de marque de shaft, en termes de modèle. En revanche, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit plus rigide en flexibilité que le shaft des fers. Pourquoi? Parce que on va taper des demi-coups, on va avoir moins de vitesse. Donc, il faut que le shaft réagisse à moins de vitesse pour apporter la rotation suffisante pour arrêter ensuite la balle sur le green. Donc, en général, on peut aller sur du plus lourd. Mais en général, si on va sur du plus lourd parce qu'on préfère sentir plus facilement le poids du wedge, on va sur une flexibilité aussi plus flexible. C'est-à-dire que si on a du stiff 105 grammes sur la série de fer, on ira vers du 120 grammes sur les wedges, mais en régular. Ouais, donc c'est là où c'est intéressant parce que souvent, je vois beaucoup de golfeurs qui ont leur série de clubs et qui ensuite décident d'acheter des 100 wedges à un autre moment donné, ce qui est très bien. Et en fait, ils ne prennent pas du tout en compte déjà l'aspect shaft. Et ils disent, bon, bah tiens, je vais acheter tel. Et ils regardent que la tête de club, bah tiens, ou le loft. Souvent, c'est bah tiens, je vais prendre tel loft et puis là, la tête de club, ouais, elle me plaît bien, bah tiens, je vais prendre ça. Et ça, on l'oublie. Mais ça, c'est vraiment important qu'elle soit prise en compte par rapport à la série de fer qu'on a déjà dans le sac. Exactement. Donc, vraiment, ça, c'est un élément, les amis. Vous regardez cette vidéo, le manche doit être une continuité de ce qu'on a retrouvé dans la fer. Ça doit en quelque sorte compléter la famille, faire partie de la même famille. Passons maintenant à la tête de club, Benoît. Tête de club, on a plusieurs choses. On a la semelle, on a le rebond du club. Est-ce que tu peux nous décrire la différence entre les deux en passant par la semelle et ensuite par le rebond? La semelle, pour moi, ça va être le plus important à trouver par rapport au rebond parce que la semelle va être liée à un rebond bien particulier. Donc, le focus va être vraiment sur quel type de semelle le golfeur a besoin en fonction de l'utilisation de son wedge. Et si on prend un seul et même golfeur qui a, par exemple, ton cas, le 52, le 58 dans son sac de golf, la semelle du 52, elle ne va pas être identique à la semelle du 58 parce que le 58, tu vas l'utiliser de façon beaucoup plus polyvalente autour du green, dans un bunker, tu vas ouvrir la face, tu vas fermer la face. Alors que le 52, lui, va être plutôt en 3/4 de coup, en plein coup, plus régulièrement ou en tout cas avec une face relativement square. Donc déjà ça, donc plus le 100 wedge est fermé, plus il aura une utilité de wedging, c'est-à-dire les coups à partir de 10-20 mètres. On ne va pas parler de distance, mais à partir du moment où vous passez sur des demi à 3/4 à plein swing, on commence à aller sur des fers un peu plus des 100 wedges un peu plus fermés. Et dès qu'on est sur des 100 wedges un peu plus ouverts, là on est sur la polyvalence autour du green où justement bunker, rough, fairway.
toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que le rebond est très différent parce que l'utilité est très différente. La semelle et du coup le rebond, comme tu disais, va être différente parce que bah oui, l'utilisation ne va pas être identique entre un 52 et un 58 degrés. Okay. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, vous savez comme moi que le sujet du fitting et le matériel en général est un sujet qui est assez complexe, n'est-ce pas? Il est assez vaste avec mille et une possibilités, mille et une combinaisons possibles. Il y a pas mal de choses qu'on a du mal à comprendre et pourtant il y a des choses qu'on doit prendre en considération. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner une série de vidéos sur le fitting pour les fers, pour le driving, pour les wedging et pour le putting. Mais au-delà de ça, j'ai aussi décidé de créer un e-book extrêmement complet, très simple à comprendre, surtout avec les points clés essentiels à prendre en considération la prochaine fois que vous allez faire votre fitting. Et également les pièges à éviter, parce que disons-le, le matériel en général, c'est un investissement. Et puisque c'est un investissement, je voulais créer un e-book pour que vous puissiez vraiment prendre en considération les points clés et les pièges à éviter. Tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cet e-book gratuit, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon gapping de distance entre chacun des wedges. Le gapping, c'est l'écart entre chacun des wedges. Ouais. Le gapping, le contrôle de la distance, on recommande entre pas plus de 6 degrés entre les wedges et de ne pas aller en dessous de 4 degrés. Sinon, ça va être forcément trop proche et on n'aura pas des écarts suffisamment cohérents et réguliers entre les wedges. Donc vraiment se focaliser sur, si j'ai un wedge, un dernier club, un pitching wedge de ma série en 48 degrés, d'avoir 4 degrés d'écart, 52, 56 par exemple. Donc la première erreur qu'il faut absolument éviter, c'est que quand on retrouve aujourd'hui, surtout dans les séries de fer que vous proposez, c'est que je pense à un joueur qui a un handicap, peu importe, on ne va pas parler forcément du niveau de jeu, mais sur un pitching wedge qui est souvent à 44 degrés aujourd'hui sur la majorité des joueurs amateurs, en tout cas que moi je rencontre dans l'académie. Donc 44 degrés, c'est assez fermé. Vous devez absolument trouver cet intermédiaire entre le 44 et le 56 qu'on voit souvent dans le sac, le 56 degrés. Moi, j'ai un 58, mais je vois beaucoup de joueurs qui passent d'un pitching wedge à un 56. Et là, tout d'un coup, on a 12 degrés d'écart maintenant. Et 12 degrés, c'est beaucoup trop important. On n'a pas assez de possibilités, de flexibilité entre ces deux clubs pour nous permettre de créer les différentes variantes qu'on va avoir sur le parcours en termes de distance. Exactement. Et là, on est limité à un club. Et le problème avec ce choix-là, c'est qu'on aura tendance à soit trop accélérer un club, soit trop décélérer parce qu'on va se dire, tiens, là, je suis dans une distance intermédiaire, je dois jouer un peu plus court. Techniquement, c'est un peu compliqué. Donc, la facilité, c'est de se dire, tiens, je vais tout simplement ralentir. Et quand on ralentit sur un point de vue technique, c'est là où, en général, il commence à se passer des mauvaises choses, des grattes, des tops, etc. Donc, c'est là où de trouver en fait ce gapping à travers ces 4 à 6 degrés est tellement important. C'est la première chose, vraiment, de voir quelle est l'ouverture du pitching wedge, ou en tout cas, quelle est l'ouverture du dernier club de la série de fer. Et en fonction de ça, le fitting specialist va déterminer 4 à 6 degrés maximum entre chacun des wedges. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment important les amis. Je vous le dis, je mets beaucoup d'importance là-dessus parce que c'est les problématiques majeures que je vois. Je vois des golfeurs qui ont un 100 wedge dans le sac et il faut prendre en compte d'abord le degré de votre pitching wedge. Pour vous donner une idée, mon pitching wedge aujourd'hui, avec la série que j'ai dans le sac, il est à 46 degrés. Donc on est parti sur un 46 degrés pitching wedge, 52 degrés, donc 6 degrés d'écart, 58. Et ensuite, je me suis fait plaisir avec un troisième 100 wedge que j'utiliserai pour les bunkers et les coups lobés. On est parti sur un 62 degrés qui est le 100 wedge le plus lofté chez Titleist, mais Benoît va le transformer ce 100 wedge de 62 en 64 pour avoir cette harmonie parfaite de 6 degrés d'écart entre le pitching wedge 52, 58, 64 degrés. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin de faire la même chose, mais de prendre en considération tout d'abord, regardez, ok, mon pitching wedge, déjà, je sais même pas. Déjà, il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas du tout, est-ce qu'il est 44 ou à 46. En général, maintenant, ils sont marqués. Le pitching wedge, il est marqué. En tout cas, chez Titleist, oui, on les marque. Si j'ai un golfeur qui vient faire un fitting que pour ses wedges et qui a une marque concurrente sur sa série de fer, j'ai la possibilité de le mesurer ou d'aller sur Internet pour vraiment vérifier le loft du pitching wedge. Okay. Les écarts de club, donc on a parlé de la semelle, on a parlé du rebond, on a parlé des écarts sur les lofts, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu prends en considération? C'est plus d'ordre esthétique, la finition du wedge. Donc on peut le montrer ici, justement, on a différentes finitions. C'est vraiment purement esthétique, il n'y a pas de différence de performance. Tour chrome, steel brush, jet black, et on a une version toujours raw, donc qui est la version tour chrome mais sans le vernis, donc elle va rouiller avec l'usure. Aujourd'hui, l'usure et la rouille n'apporte pas plus de spin parce que vu la technologie qu'on a au niveau de l'usinage des stries, on génère plus facilement et plus durablement du spin par rapport avant. C'est juste une question esthétique. Et l'esthétique, il est tout aussi important, enfin, pour moi en tout cas, que l'aspect technique et performance du club parce que par exemple, là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer un peu parce qu'en général, moi j'ai toujours joué du chrome et je me dis pourquoi pas partir sur un modèle comme ça que je trouve très joli. Je l'ai pris en main, je l'ai posé, je dis,
visuellement, ça ne me correspond pas. Donc, je reste dans mon modèle de Chrome. Donc, visuellement, on le disait, et ça, on va en parler dans la vidéo putting, c'est que la partie esthétique est très importante quand on est devant la balle et qu'on a le wedge, on a le club en main. Il faut que d'abord, il nous fasse plaisir. Il faut qu'on ait en confiance, il faut qu'on soit serein quand on est devant la balle. Et ça passe justement par ce confort visuel. Il y a une partie esthétique, une partie effectivement confiance qu'on a dans le club. Et cette partie, elle est purement personnelle à chacun des golfeurs. Après, bien entendu, le fitting specialist va agir techniquement sur quel loft, quel shaft, quel grip, quelle épaisseur. Et ça sur tous les clubs, du wedge jusqu'au driver. Benoît, un énorme merci pour ton aide. C'est toujours hyper intéressant à chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger justement sur les différentes spécificités, surtout que le matériel, c'est ton domaine, c'est pas le mien. Moi, je reste sur ma casquette de coaching. Et donc, du coup, on voulait vraiment faire cette vidéo dans un but d'éducation parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. On se trompe beaucoup quand on va faire des fittings. On ne pose pas forcément les bonnes questions. Et quand on a l'occasion de rencontrer une personne comme Benoît, du coup, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Tiens, Benoît, j'ai vu ça sur telle vidéo avec Lewis, là sur le manche, sur la tête de club. Qu'est-ce que du coup, tu me conseilles? Prendre en compte notre jeu et de ne pas prendre la dernière nouveauté parce qu'on a vu que c'était la chose qui va. C'est vraiment d'abord prendre en considération qu'est-ce qu'on fait sur le parcours, quel type de parcours est-ce qu'on est en train de jouer, quel type de coup on aime jouer, est-ce qu'on aime ouvrir la face, pas trop l'ouvrir. C'est toutes les questions que tu m'as posées et qui nous ont permis de déterminer le choix des 100 matchs qu'en tout cas on a mis dans mon sac et que vous devez vous poser aussi. Exactement. Benoît, merci beaucoup. Si merci vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires. Rappelez-vous qu'on a créé une playlist tout sur le fitting, donc en passant par le driver, fair, wedge, putting, tout disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et commenter juste en dessous.